Eh ben bonjour à tous, je reçois un mec super fort dans cet épisode et super blessé. Et pour autant, il ne s'arrête pas. Le mec ne s'arrête pas et on va vous expliquer pourquoi en 3 parties. La première partie consacrée à toute la rééducation, comment il va prendre à bras-le-corps, c'est le cas de le dire, ce nouveau problème qu'est le sien, ce nouveau défi. Deuxièmement, comment il va en tirer bénéfice, comment il va prendre ça comme une opportunité. Et puis troisièmement, quelles sont les ressources méthodologiques qui vont vraiment lui permettre finalement de revenir peut-être encore plus fort. Alors restez bien avec nous jusqu'au bout de l'épisode. Avant de démarrer, avant de lancer tout ça, eh ben vous savez ce que vous devez faire, un petit commentaire, un petit partage, un petit pouce pour nous aider. Et c'est parti, je reçois Aurélien Lejeune. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et cette fois-ci, eh ben là, j'ai pris la personne la plus forte que je connaisse. C'est simple, c'est le mec le plus fort de France, même s'il est un peu amoindri en ce moment. Aurélien Lejeune, merci de revenir dans le podcast. C'est pas la première fois que tu viens, mais c'est la première fois que tu viens en physique et que tu remplis ce siège. Et ça, je t'en remercie. Merci pour l'invitation, Aurélien, mon homonyme. Je remplis bien le siège, je vais peut-être repartir avec du coup en me levant. Je suis bien calé dedans. Et ouais, cette année, le plus fort de France, bon voilà, du coup, je suis un petit peu amoindri. Je suis prenable. Je voulais te lancer un défi soulevé de terre, mais le problème, c'est que je pense que tu es plus fort à une seule jambe que moi avec les deux. Ça pourrait être testé, ouais. Ça pourrait se tester. En tout cas, ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de témoigner de quelque chose qui m'est très très cher, c'est qu'on n'arrête pas de s'entraîner. Et clairement, malgré ce qui t'est arrivé, on va en parler de ta saison incroyable, malgré toutes les blessures que tu as eues. Il en faut plus pour arrêter Aurélien Lejeune, pas seulement parce qu'il est grand et balèze, mais surtout parce qu'il est déterminé et malin. Et c'est vraiment quelque chose qui a toujours guidé ma carrière. C'est à partir du moment où j'ai la moitié d'un homme valide, il reste l'autre moitié. Il reste l'autre moitié. D'ailleurs, peut-être même à moins que ça, on arrive toujours à s'entraîner. On va en parler. C'est qui ce guerrier vaudou qui t'a acheté un sort cette année là ? C'est un truc de fou cette saison. J'aimerais bien le savoir. Si on va se parler, je sais qui fait. Mais ça a bien marché quand même, parce que cette année, ouais, en 10 mois, novembre, je me fais 6 cm au pec, déchirure. En avril, sur une compète en Martinique, je me fais ce qu'on appelle un tennis leg, donc j'ai mon gastrocnémien et mon solaire qui se décollent. Alors c'est pas on partage pas que le même prénom, on a eu la même blessure quasiment en même temps, tennis leg, effectivement, des insertions du gastrocnémien. Moi c'était le médial, toi c'est pareil, non ? C'était le médial aussi, ouais. Le médial aussi, ouais. Voilà, bon, ça s'appelle tennis leg parce qu'on monte au filet d'un seul coup quand on n'est pas entraîné, sédentaire, en surpoids, et clac, ça pète. Donc c'est le truc classique. Ça va peut-être bientôt s'appeler paddle leg parce que tout le monde joue à ça maintenant. Mais pour nous, c'était plutôt un truc de vieux qui s'entraînent pas. Et là, on se l'est pris tous les deux quasiment en même temps. En Ninja Warrior. Avril, sur la première épreuve de la compétition, c'était un tir à un camion. Je fais 2 mètres et je sens snip. Le claque. Premier truc, tu vois, quand je m'allonge par terre, je vais tâter, je me dis, ton d'Achille, il est là ou pas ? Ouais. Il est encore là. Déjà, c'est une bonne chose. Donc j'ai eu ça en avril. Après, je me rentraîne, je reviens bien fort. Juin, je fais une grosse compète en Russie, j'ai des bons résultats. Je sens une douleur au coude. Et là, on me dit, du coup, t'as le tendon de l'épicondyle qui est touché. Je fais une échographie avec 4 fissures dans le tendon. Un petit arrachement partiel. Donc on me fait de la PRP, kiné. Fin août, j'ai le feu vert du médecin du sport et de mon kiné. Il me dit c'est bon, les fissures ont disparu, l'inflammation est partie, il reste une petite trace d'arrachement, mais ça va le faire. Donc on y va. Je me prépare pour une compète à Singapour qui devait être une compète préparatoire pour le championnat du monde master en décembre. Et je partais pour gagner en plus la compétition, parce que j'étais très bien dans le classement, j'étais sur le podium. Et je me dis, il faut que je prenne des risques pour la première place. Et il y avait une épreuve, on devait épauler une pierre de 156 kg, pierre naturelle. Je l'ai fait une fois, je me dis je vais la faire une deuxième fois, plus de points. Et la deuxième fois, je sens mon genou craquer, vraiment le tac, un gros craque dans le genou, la pierre tombe sur le pied. Pied cassé. Et pied cassé, donc j'ai 3 fractures sur les dernières phalanges des orteils, dont une fracture ouverte, parce que j'ai eu le bout de la phalange en fait qui est ressorti. La petite coquetterie en plus. La petite coquetterie, petit os qui ressort sous l'ongle, donc l'ongle complètement décollé. Et
Le genou, tu vois, ça a craqué, j'avais pas mal. Ça craque, t'es pas teubé, tu sais, ça fait des années que tu fais du sport, tu connais ton corps, tu sais ce qui s'est passé. Je me suis dit, il y a un ligament qui est parti. Ça, c'est clair. Quand je l'ai entendu, mais j'avais pas de douleur. Quand je posais le pied, par contre, c'était compliqué. Mais au pied, je dis à l'infirmier qui arrive sur la compète, je dis, ouais, le pied, j'ai mal. J'ai très mal. On retire la chaussure. Matinale. Ouais, on retire la chaussure, la chaussette, plein de sang. Ah, je dis, ouais, quand même. Et on voit Qu'est-ce que tu ferais pas pour jouer dans Game of Thrones, toi? Putain. Pourquoi pas, s'ils refont une saison, je prends la place à Thor. Et voilà, et donc du coup, fracture du pied et ligament croisé antérieur arraché. Bravo, hein, voilà. C'est un beau palmarès cette année, quand même. Une belle saison. Donc le mec, voilà, bon, t'as forcément... Donc, si vous connaissez un magicien vaudou qui travaille avec une énorme poupée, beaucoup plus grosse que d'habitude, dénoncez-le, s'il vous plaît, en commentaire. Ouais, on aimerait bien savoir qui c'est. Je sais secrètement qu'il y a des gens à qui ça fait plaisir. Je sais qui vous êtes. Mais je pense pas que vous ayez les compétences pour être marabout. Les compétences vaudou. Bon, peut-être dans le bayou, il se passe quelque chose. Ouais, je sais pas. Bon, après... Bon, en tout cas, le message étant, on va essayer d'en tirer un peu de positif, c'est que malgré tout, tu restes entraîné. Là, bon, t'es encore en convalescence, il est venu avec sa béquille. Il y a une opération qui se profile du ligament croisé, parce qu'on a beau s'être brisé le pied, à un moment donné, il n'en reste pas moins que la cause initiale était à l'étage du dessus. Donc, on va réparer ça très rapidement. Et néanmoins, tu t'entraînes, tu t'es réentraîné. Ouais. D'ailleurs, tu me disais hors antenne que tu refais déjà des squats. Ouais. C'était il y a combien de temps la blessure ? C'est arrivé le 6 octobre, donc il y a un peu plus de 3 semaines. J'ai eu une chirurgie du coup du pied en urgence là-bas à Singapour. Et je suis rentré le jeudi. 200 000 euros, merci. Non, il y a les assurances qui existent pour ça. Assurance de carte bleue, Visa Premier. C'est eux qui ont... Ne payez jamais rien en espèces à l'étranger. C'est eux qui ont pris en charge l'opération, rapatriement, tout l'hôpital, etc. Sinon, ça coûtait un bras. Et non, du coup, une semaine après l'accident, je suis retourné à la salle m'entraîner, y aller au haut du corps, tu vois, à travailler toujours. Sinon, c'est des acquis qu'on a mis des années à avoir, on ne va pas les perdre pour une blessure. Et avec mon kiné, on a commencé à préparer le genou pour l'opération qui aura lieu au mois de décembre. Donc, il faut que je garde maximum ma tonicité musculaire, ma masse musculaire, que je garde de la mobilité. Alors, je ne sais plus combien de degrés ils imposent, tu vois, pour qu'il y ait l'opération. Et pareil, que mon ischio soit bien étiré. Ils vont prélever un bout de l'ischio pour refaire mon ligament. Donc ça va faire un peu notre première partie, si vous voulez. Parce que l'idée, ça va être d'expliquer pourquoi déjà l'entraînement préalable à l'opération ou à la rééducation intense s'il n'y a pas d'opération est hyper important. Parce que plus vous êtes entraîné, plus vous êtes préparé et plus la récupération est rapide. Et c'est finalement... quand on est préparateur physique dans le sport de compétition, qu'on a malheureusement plus de blessés que la moyenne en préparation, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. C'est ce qu'on apprend au quotidien. C'est que justement, dès le lendemain de l'entraînement, de la blessure, on se remet à l'entraînement tout de suite pour se préparer quoi qu'il advienne. Alors évidemment, sur la zone complètement inflammée, on a le genou comme une patate, le pied en sang, etc. C'est évidemment pas ce que je suis en train de dire. On laisse quand même l'inflammation redescendre, les pansements se positionner. Et dès qu'on est capable de le faire, il faut recommencer à s'entraîner, maintenir la masse musculaire. L'autre point important, c'est que les kinés, de plus en plus maintenant, et les chiro aussi recommandent de reprendre le plus vite possible, dès que c'est permis, ce qu'on a vécu dans nos tennis legs notamment, un rapport fonctionnel aux choses. Ouais, c'est vrai, moi, sur le genou, en fait, 2 semaines après la blessure, on a commencé à refaire du vélo et squat et hip thrust au poids de corps. Donc l'objectif, c'est toujours l'aspect de mobilité, toujours de renforcer le muscle et de limiter la perte, en fait. Garder ces différents éléments à l'esprit. On cherche à maintenir quoi ? On cherche à maintenir la masse musculaire. Première chose, ça c'est vraiment, vraiment important parce que ça fond comme neige au soleil. Surtout quand on part de très haut, en fait. Ça part très vite, ouais. Très, très vite. Deuxième chose qui va reculer très, très vite et qui va nous poser problème, c'est effectivement la mobilité. Alors que ce soit en force, et ce sera lié au troisième point, ou en souplesse, ou même simplement en contrôle, en activation,
on n'a pas envie de trop régresser dans cette dimension-là, d'abord pour la récup et ensuite pour l'opération elle-même, tu le disais. On veut que le muscle en lui-même garde des propriétés Ouais, c'est d'amplitude et contractile. Quand j'ai rencontré le chirurgien, là, c'est docteur Mouillade à la Clinique d'Europe à Rouen, qui est spécialisé sur ça, sur le genou. Il m'a dit, surtout pour moi, à mon gabarit, il m'a dit c'est important que je conserve au maximum ma masse musculaire. Que j'essaye de limiter les pertes. Il y en aura forcément, oui. mais c'est hyper important. Et surtout sur l'ischio, parce que vu que on va prélever une partie de l'ischio, on va l'affaiblir, entre guillemets. Donc c'est très très important. Donc plus on l'a préparé à cette... Plus sera préparé à l'opération, déjà mieux l'opération va se passer et mieux la rééducation derrière va se passer. Ah oui. Troisième point, hyper important aussi, le pic de force. Il faut essayer de maintenir. Alors évidemment, toi, tellement haut que... il va être compliqué à maintenir. C'est pas avec tes... Mais on va limiter la casse. En fait, c'est ça l'idée. C'est de repartir du moins loin possible post-opération. Ouais. Lié à ce pic de force, c'est un peu moins important pour toi dans la performance pure, mais c'est important pour toi dans la prévention, et pour tout le monde dans la prévention, c'est le RFD, dont on parle très peu, le Rate of Force Development, avec ce niveau d'explosivité, ta capacité à convoquer de la force, quelque part, qui, elle, va chuter. Et donc là, on est sur des aspects nerveux. Et si on veut que notre sportif récupère rapidement après l'opération... à son niveau, En fait, exactement. C'est la différence entre le return to play et le return to perf, souvent. C'est le RFD. Return to play, on te met une claque sur les fesses, tu es a priori fit to play parce que tu as récupéré tes niveaux de force, peut-être ton tour de cuisse, peut-être ton amplitude. Mais tant qu'on n'a pas testé le fameux RFD... Est-ce que c'est revenu ou pas ? Est-ce que tu es au même... Exactement. Est-ce que tu es au vrai même niveau de fonctionnalité explosive qu'avant que... Si tu n'es pas capable de reconvoquer la force de la même manière, la réponse est non, tu risques de te reblesser. Donc ça, c'est un autre point hyper important. Et puis, dernier point, les qualités équilibrioceptives de sensation, de prise d'information fine. On va perdre énormément là-dessus. Je le vois, parce que du coup, vu que j'ai le pied en plus qui est abîmé, tu sens que ton équilibre n'est plus le même, il est différent. J'ai pris 2-3 châtaignes sur le genou là, depuis 3 semaines. Je suis pas surpris. Tu prends confiance, tu dis ça va. Non, ça va pas. Il manque un truc. Donc ça peut être problématique. Ouais. Et du coup, ton kiné, il t'a mis tout de suite, en chaîne fermée rapidement. Dès la première séance, en fait, on a rattaqué. Il a massé, il a fait de la mobilité, lui passive où moi j'étais allongé. Et il me dit non, là, visiblement, il n'y a plus trop d'épanchement au niveau du sang, liquide soluble. On joue toujours avec cette inflammation qu'on n'a pas envie. Elle est toujours là. Bon, elle est encore là, tu vois, 3 semaines après. Mais t'as pas envie de te retrouver avec un genou comme une patate qui t'empêchera de bouger. Il me dit on va réattaquer tout de suite. Vélo, ça se passe bien. Squat. Hyper intéressant. Squat. Donc, je compense, tu vois, mon squat. Là, je le fais que au poids de corps ou avec des petits poids. Tu parlais de l'équilibre. Je vois inconsciemment mon corps compense. Je sais qu'à un moment donné, quand je descends, j'arrive sur le demi-squat, je sens d'un seul coup... Ça shift. Ça part sur la gauche. Tu vois. Et c'est assez difficile de le contrôler pour que ça se maintienne sur les deux. C'est encore un peu la phase difficile. Mais, Bon, ce qui est pas un drame si on fait pas des séries trop longues et trop nombreuses, ce qui est probablement pas le cas. Non, c'est 4 séries de 10 sur des squats, des hip thrusts. Après, je fais du pistol en excentrique. Vu tes niveaux de force, toi, de toute façon, tu entretiens tout au plus ta mobilité. Quoi. Voilà. Ouais. On parle pas de squat à 250 kilos, évidemment. Non, c'est dommage. C'est bien. C'est bien, mais non, pas encore. Et après, sur la reprise aussi de l'entraînement, il y a un autre aspect qui est important, c'est l'aspect psychologique. Ça, ça te fait du bien, tu vois. C'est toujours quand tu es sportif de haut niveau, quand ça t'arrive, c'est une galère pas possible. Tu as tous les sentiments possibles qui te passent par la tête. Et retourner à la salle de sport, retourner à l'entraînement, ça te fait un bien fou, quoi. Psychologiquement, c'est hyper important. Que de rester le cul dans son lit, au canapé, à regarder Netflix. À changer, garder sa routine aussi, garder ses repères. Oui, c'est ça, parce qu'en plus c'est une routine et des repères. Tu retournes à la salle ou à la place, tu vas chez le kiné, mais enfin... Qui dure des années, mais non, moi dès que je fais kiné, je suis retourné, pareil, une semaine après à la salle de sport, m'entraîner, il y a tout le haut du corps à faire.
Donc ça, on maintient. Et psychologiquement, c'est hyper important. Tu es toujours dans ton métier d'athlète, tu es toujours ici et maintenant. Donc c'est avec frustrant. Un autre chemin, ouais, c'est ça. Frustrant, parce que tu vois les poids, tu dis, fais chier, Mais... je peux plus faire ça pour le moment. Mais l'aspect psychologique est hyper important de retour à l'entraînement, je trouve. Je fais juste une toute petite pause dans nos échanges pour vous parler de mon école de coach. Parce que vous le savez, je propose des CQP, ici à Paris, à l'INSEP, mais un peu partout en France. Mais depuis peu, je propose aussi un BP 100% digital ou en blended learning avec des summits de rassemblement à Paris. Donc, venez voir sur mon site web ce que je propose en fonction de vos profils. Je retourne à l'épisode. Alors, le deuxième point, donc là, on était plutôt sur l'anticipation de l'opération ou d'une rééducation intense. Très bien, on cherche à gagner du temps par anticipation. Ça, c'est vraiment sous-coté, je trouve. Je vais redire encore une fois, mais je trouve tellement sous-coté cet aspect préalable à l'opération que je voudrais que tout le monde entende bien à quel point ça va vous faire gagner des semaines, probablement, de rééducation dans la foulée. Ouais, c'est une certitude, ça. Et puis derrière, il y a ce qui se passe pendant notre incapacité à nous entraîner comme d'habitude, où là, ce sera un peu notre deuxième partie, on a l'opportunité, et c'est comme ça que je le présente à mes athlètes, c'est pas toujours facile à voir comme ça, mais on a l'opportunité de faire tout un tas de choses qu'on ne fait pas d'habitude. C'est exactement ce que je me suis dit. Sur les 3 autres blessures que j'ai eues dans l'année, c'est des blessures... c'est pénible, etc. Mais ça t'invalide pas à toi à 100%. Tu peux quand même faire des choses, t'entraîner sérieusement. Là, on est quand même sur des grosses blessures. C'est fait. Je peux pas revenir en arrière. Je peux analyser pourquoi il y a eu cette blessure, essayer d'en retirer des informations, de l'expérience, etc. pour pas que ça se reproduise. Mais pour le truc, je me suis dit, tant pis, je vais regarder où il y a des points faibles. Je vais travailler dessus. Je vais modifier on n'a pas le entraînement. temps de le faire d'habitude, surtout dans des sports hyper complexes comme le tien. Il y a tellement de trucs à travailler. Donc je vais bouger le micro. Je vais renforcer certaines parties. Je vais en profiter. Alors ça va peut-être faire rire des gens. Également pour changer un peu ma composition corporelle, de perdre un peu de gras, essayer de garder une masse sèche la plus importante possible et de rester sur ça. De travailler différemment en fait. C'est vraiment une opportunité. Je me suis dit, voilà, on va essayer de renforcer certaines choses que je peux faire avec la blessure. Et on va la saisir comme une opportunité. Ça arrive, on n'a pas le choix, il faut faire avec. On va essayer de rebondir et de faire différemment. Super intéressant. Tiens, je vais essayer de lister ce que j'ai dans ma carrière proposé comme alternative. Déjà, tu l'as listé d'entrée de jeu, modifier la composition corporelle. C'est l'occasion de jouer avec la nutrition, une blessure. Exactement. De toute façon, vous allez devoir modifier vos apports protéiques et vos apports en légumes verts, en fibres, pour jouer sur la reconstruction / maîtrise de l'inflammation. Donc, quitte à prendre le contrôle de ça, autant passer sur du in-body un petit peu tous les jours à jeun, de voir comment évoluent les choses et d'essayer de regagner, faire regagner du terrain aux muscles, si ça a du sens, par rapport aux graisses. Donc ça, je trouve que c'est une belle opportunité. Et on ne va pas se mentir, c'est quand même beaucoup piloté par ce qu'on mange. Et puis, de toute façon, on va le dire dans la troisième partie, mais on va continuer à s'entraîner d'une manière très différente, mais quand même très intense. Deuxième chose que je propose, c'est de travailler sur la respi. Souvent, les athlètes ne sont pas très éveillés à ça. Je ne sais pas si vous en faites beaucoup. Alors non, du tout. Dommage. Moi, je l'avais fait, moi, de mon côté, il y a quelques années, parce qu'on a certains mouvements où le gainage et la respiration va être hyper importante, sur le yoke notamment. C'est un gros cadre qu'on met sur les épaules et on marche avec. Ouais. Ça peut aller jusqu'à 500 kilos. Et du coup, il faut maîtriser ton gainage et ta respiration. Tu dois être indéformable. Voilà, donc ça, je l'avais appris un peu moi-même. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo avec Steve Gentil, pour le citer, avec qui j'avais passé mes études à l'INSEP. Que j'avais trouvé vraiment intéressante, son travail sur la respiration, les techniques de respiration. Et ça, du coup, j'avais commencé à l'appliquer avant ma blessure, mais là, je le renforce aussi actuellement. Tu peux reprendre du temps pour ça. Donc j'intègre ça moi dans des petits entraînements d'abdos gainage et du coup je travaille la respiration dessus. Je trouve ça hyper intéressant et très important en plus dans ma discipline.
Respiration, je décline sur les apnées qui vont avec, mais qui vont être cette fois à visée métabolique. J'aime bien, on a des gens qui vont pas pouvoir, évidemment tu m'as dit que tu faisais du vélo, que ça se passait bien. Ouais. J'imagine fort bien que tu fais pas du 8 en côte à très haute intensité. Même avant, je le faisais pas. En revanche, c'est l'occasion peut-être de faire du travail d'apnée sur vélo, ce qu'on appelle en hypercapnie. Je vous invite à regarder les différents épisodes qu'on a pu faire là-dessus, ça vous intéressera si vous êtes sensible à ce genre de choses, où on va monter sur des niveaux de lactatémie hors du commun à très faible intensité, c'est-à-dire qu'on va rester sur une fréquence cardiaque inférieure à 130 pulsations minutes, 120 pulsations minutes, donc tu es vraiment sur une intensité de rééducation, tu vois. Par contre, comme on va faire une apnée de 10 à 20 secondes toutes les minutes, par exemple pendant 20 minutes, en fait, tu vas monter à 25, 30. On a même mesuré du 40 millimoles sur certaines études. Donc, des trucs délirants. Gérer le cardio de l'intensité vers le volume ou du volume vers l'intensité en fonction de ce qu'on a comme blessure et de ce qu'on a comme profil à la base. C'est l'occasion aussi d'inverser un petit peu les contenus. Et puis enfin, tu le disais tout à l'heure, travailler les points de force faibles, notamment en analytique, qu'on fait peu, de moins en moins, parce qu'on est quand même dans une logique de plus en plus fonctionnelle, toi à plus forte raison. Ouais, c'est clair. Et du coup, revenir sur de l'analytique ciblée sur des maillons faibles, ça peut avoir du sens. J'ai découvert le travail sur machine. Je touchais jamais aux machines, moi. Donc là, donc on fait de l'analytique, on cible. D'un coup, peut-être que, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans ta chaîne postérieure des bras, tu as peut-être un des muscles de la coiffe des rotateurs qui est finalement peut-être un peu plus faible que les autres. C'est l'occasion faut essayer de le cibler, quoi. De voir. Moi, ça m'a permis aussi de le voir. Je me rends compte, tu vois, sur la déchirure que j'avais au pec, de me dire que finalement, elle n'était peut-être pas encore 100% remise. Ouais. Parce que j'ai des petites douleurs, des petites gênes. Ce qui se voit pas ce qui se voit moins quand tu pousses un truc lourd. Et là, du coup, je refais des mouvements vraiment analytiques, ciblés sur le pec, sur machine, où j'essaye de travailler sur les angles qui vont me permettre de récupérer à 100%. Quoi. Donc, on s'adapte. Bien sûr. C'est important de rappeler aussi d'ailleurs que, évidemment, vous l'entendez souvent le dire, une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons, ok. Mais en plus de ça, la force est spécifique à des angulations de travail en fonction du muscle qu'on considère, de ses insertions, du nombre de faisceaux dont il dispose. C'est la raison pour laquelle il existe différentes inclinaisons, par exemple en développé couché, pour reprendre ton exemple, et que parfois, toi, tu as un passif plutôt force athlétique. Force athlétique, j'ai commencé les compétitions de force athlétique en 2008, où vraiment j'étais spécialisé développé couché en plus. Donc il est probable que tu sois très très fort dans la répulsion, dans l'axe. En revanche, dès lors qu'on désaxe un petit peu cette poussée, peut-être qu'il y a des trucs à explorer. Ça, je l'ai déjà exploré il y a pas mal d'années. Quand je suis parti dans le strongman, dans les concours d'hommes forts, où au final, le mouvement de développé couché, on ne l'a jamais. On n'a que des overhead. Et du coup, il m'a fallu un long moment d'adaptation en fait, pour retransférer cette force qui était horizontale, verticale. Super intéressant. Vraiment très très long. Que ce soit sur de la mobilité, pareil, de l'épaule, c'était une galère pas possible au début. J'imagine. Mais c'est un truc où je travaille toujours dessus. Et donc, typiquement, c'est l'opportunité. On a du temps, on est blessé, c'est l'occasion on adapte. de tourner un petit peu autour de la blessure. Respiration, diète, mobilité. Alors voilà, c'était mon dernier point. Tu me le retires de la bouche. C'est exactement ce que j'allais dire. Dernier point qu'on ne fait pas souvent assez ou pas spécifiquement localisé sur tous les paramètres, la mobilité. La mobilité, ouais. Donc ça, j'avoue que dans ma programmation depuis des années, c'est un point faible. C'est chiant, on va pas se mentir. Ça peut être vécu comme une perte de temps quand t'aimes soulever des trucs lourds. Perte de temps parce que je sais derrière ce que ça peut m'apporter, mais c'est chiant. Donc, là, je me force du coup à le faire, mobilité poignet, coude, épaule surtout. Je peux pas trop toucher au bas du corps encore, mais dès que je vais pouvoir, on va essayer de renforcer aussi la hanche, etc., la mobilité sur de la hanche, cheville. Donc ça, ça fait partie des paramètres que je me dis, j'ai une longue convalescence, on va travailler dessus aussi. C'est l'occasion. Et puis, toi, tu as un paramètre un peu plus spécifique aussi à ton âge, c'est la longévité dans ta discipline. Donc,
Ouais, je suis. Il n'y a pas que du vaudou là-dedans, on va pas se mentir. Il y a aussi un appel quand même du corps qui dit attention, il faut peut-être s'entraîner différemment. Il me le dit. Ouais. J'ai compris. Calme-toi. C'est bon. Ouais, là, j'ai 40 ans, donc, du coup, ça fait déjà quelques années que je vois que ma récupération n'est plus la même, que ce soit musculairement, nerveusement, je le vois vraiment que c'est plus la même. Ce qui est paradoxal puisque tu n'as jamais été aussi fort. Et exactement. Ouais. Avant la blessure, j'ai jamais été aussi performant toute ma vie. Que ce soit sur de la force pure, force explosive, peu importe sur quel paramètre on va décliner la force, j'ai jamais été aussi performant qu'il y a 40 ans que quand j'avais 20, 25, 30 ans. Donc je me dis, on va progresser encore, on va revenir, on va réparer. Mais ça montre qu'il faut réorienter un peu, s'entraîner différemment. C'est l'occasion de se poser des questions. Se poser des questions et l'aspect récupération, vraiment. Tu peux plus le négliger en fait quand tu as 40 ans et plus. C'est un paramètre hyper important, donc, avec tous les aspects de la récupération possible. Le repos, la diète, kiné, massage, tous ces aspects-là. Le respect des délais. Avant, tu vois, je pouvais enchaîner un week-end sur l'autre, 2 compétitions, être performant sur les 2. Là, je sais que c'est plus possible. Il va me falloir, après une compétition, si ça allait être intensive, 10 jours, 15 jours pour récupérer. Donc, idem sur des entraînements. Si je fais un entraînement de deadlift très lourd, je sais que 2-3 jours après, je ne peux pas mettre un autre entraînement lourd, même si c'est sur une autre partie du corps. Je sais que mon système nerveux aura pris une châtaigne et je ne pourrais pas le solliciter, même si c'est sur l'eau du corps. Ouais. Ça, je l'ai expérimenté, tu vois. Donc, c'est l'expérience. Ce temps-là est fini, il faut faire différemment. Il faut faire différemment. Et puis, moi, j'ai la chance que ma discipline permette d'avoir des carrières assez longues dans l'âge, tu vois, des 40, 45 ans à très haut niveau. Maturation lente. Ouais. C'est pas rare. C'est très fréquent que des athlètes soient performants au niveau mondial à plus de 40 ans. Ce qui est rassurant pour moi, parce que j'ai pas envie d'arrêter. Et je me dis que je peux encore... je sais que c'est une grosse blessure, donc je me dis, si je récupère déjà mon niveau, je serai satisfait. Et après, on essaiera de grappiller encore quelques mois, années pour progresser encore. Donc, je pense que c'est possible. Je suis confiant. Ouais, je pense aussi, surtout que tu as l'air de réfléchir dans le bon sens et de prendre les bonnes décisions. Donc, et puis, tu es quand même armé pour, tu as quand même un DE, tu n'es pas que athlète, tu es entraîneur aussi, tu es formateur, tu t'intéresses aux sciences du sport. C'est aussi ce qu'on m'a dit beaucoup par rapport à mon sport. J'ai pas eu beaucoup de blessures au final. Ça fait 2008, tu vois, ça fait 16 ans que je fais des compétitions, 10 ans à haut niveau dans le strong. Ça va, je suis quand même préservé, on va dire. J'ai fait en sorte de me préserver. Donc on va continuer sur cette ligne. Il y a une troisième partie que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'adaptation méthodologique quand on est blessé. Donc j'ai coutume de dire, un demi-homme ou une demi-femme, on continue de s'entraîner. En fait, c'est peut-être même encore moins que ça. Mais c'est vrai que si on a une moitié droite ou gauche ou une moitié haut ou bas, on peut s'entraîner quasiment au même ressenti d'entraînement que d'habitude, au même coût métabolique global, à la même charge nerveuse que d'habitude. Simplement, on va adapter les méthodes. Donc, il ne s'agit pas de dire seulement qu'on va faire que du haut du corps ou que du bas du corps. Ça, vous pouvez aisément l'imaginer. On va appliquer des principes d'entraînement qui sont très importants à exposer ici, notamment celui du côté central nerveux de la force. Donc toi, tu es quelqu'un de très fort, tu t'entraînes beaucoup en force, et tu le sais plus que n'importe qui. Si on continue à entraîner un membre valide en force maximale ou en puissance maximale, comprenez des séries très courtes, très intenses avec des récupérations importantes, et ben derrière, on maintient le niveau de force du membre lésé. Tu confirmes ça ? Ça, j'ai eu ça. J'ai déjà lu des trucs comme ça sur l'aspect latéral aussi. Si on a le côté gauche qui est soit blessé ou une petite blessure pathologie, si on entraîne à droite, indirectement à gauche, il y a quand même un effet positif qui va s'en ressortir. On va maintenir, on va au moins lutter contre le pic de force, parce que tu pars de très haut. Donc, je ne sais pas si chez quelqu'un comme toi, ça va suffire à maintenir. Il y aura une perte, c'est obligé. Il y aura une perte des deux côtés, de toute façon. C'est obligé. Mais le fait est que pendant des années, on faisait l'erreur d'entraîner uniquement le membre valide, mais surtout en prise de masse.
Donc là, ça, c'était quand j'étais petit. Ça. C'était con parce que du coup, tu développes la prise de masse d'un côté que tu vas devoir rattraper de l'autre côté. Tu vas ressortir plus fort de ta jambe forte de ta blessure que tu ne l'étais avant blessure. Et l'autre, par contre, c'est une cuisse de poulet. Bon, après, on s'est dit, bon, non, ça, c'est pas une bonne idée. Donc, on fait plus rien. Et donc, ça a été pendant quelques temps aussi. Un repos complet. Et maintenant, on s'est dit, mais non, si je fais de la force max sur le membre lésé, alors ça marche avec le membre lésé, ça marche aussi avec l'agoniste et l'antagoniste. Donc, quand on a simplement une extension de genou, mais pas de flexion, eh ben, autant quand même faire un travail quand même d'activation ce qui est possible, sur l'agoniste. Encore une fois, il faut éviter de faire uniquement de la prise de masse, parce que sauf si c'est nécessaire pour d'autres raisons, parce qu'on avait justement un déséquilibre à combler. Mais il va falloir éviter Tu prévois un petit peu un travail comme ça unilatéral sur ta jambe valide? Ouais, j'ai déjà commencé en fait. Je peux du coup faire de la presse, du leg. On revient sur des machines. Mais ouais, pour la maintenir au maximum quand même en activité. Et après, l'autre jambe, on adapte par rapport à la blessure. Quoi. Mais moi, là, actuellement, sur mes entraînements, ce qui a un peu changé, c'est que je m'entraînais énormément en nerveux sur pareil, tous les aspects de la force possible, parce que j'avais pas besoin de masse musculaire. J'avais atteint 160 kg, j'avais pas besoin de me grossir, et l'entraînement en force me maintenait. Là, vu que ça va être différent, j'essaye dans mes entraînements là, que je fais sur le haut du corps notamment et sur l'autre jambe, d'avoir de l'hypertrophie et ensuite de travailler sur du nerveux, mais plutôt orienté explosivité et puissance. J'ai pas encore repris sur des charges très très lourdes. Je suis à 3 semaines après la blessure. Ouais, c'est quand même très frais. J'ai pas encore repris le lourd proche des RM sur le haut du corps. Donc ça va venir, ça va arriver. Je pense d'ici quelques semaines, on va remettre. Après, sur des machines, sur des mouvements assis, etc., où on va remonter en charge quand même. Parce qu'il faut pas que je perde, tu vois, ça. C'est des charges lourdes, on met des années à y arriver. Ça perd très vite. C'est traître le corps humain. Ce que tu mets 6 mois à prendre, en 1 mois, il te l'enlève. Ouais, c'est vrai que c'est redoutable. Il y a un autre principe que j'ai envie d'évoquer ici, c'est le principe de muscles voisins. Et on se rend compte de plus en plus que lorsque l'on fait travailler, que ce soit d'un point de vue nerveux, mais aussi d'un point de vue métabolique et d'un point de vue contractile local, un muscle, eh bien, les muscles voisins, agonistes, antagonistes, les muscles synergistes, les muscles simplement de proximité, ont tendance à en bénéficier aussi. Et de la même manière, si tu le disais un peu tout à l'heure, quand tu disais on va commencer à travailler dès que possible la mobilité de hanche, en faisant ça, il est probable que tous les muscles qui entourent la hanche bénéficient de ce travail qui est a priori de la mobilité, mais qui implique forcément de la force, de la souplesse. Ouais, surtout avec mon gabarit, la mobilité, c'est pas facile. Alors bon, on t'a remis sur des machines, c'est déjà beaucoup. Est-ce que tu envisagerais carrément d'aller faire de l'électrostimulation ? J'en ai fait. Alors, j'ai fait un peu sur mon quadri juste après. Localement ? Ouais, vraiment que sur le quadri. Après, j'ai jamais expérimenté l'électrostimulation dans un objectif de performance, etc. J'ai jamais testé. Peut-être une occasion de tester. Pourquoi pas, ouais. Alors moi, je l'ai testé. J'ai une machine Mia Bodytech dans mon centre de préparation physique. J'ai évidemment été toujours équipé en Compex depuis la nuit des temps parce que c'est comme ça. Parce que de toute façon, il n'y a pas trop d'autres solutions. À un moment donné, il faut maintenir cette masse musculaire locale et on sait que ça fonctionne quand même. Voilà. Pendant longtemps, on a pensé que l'électrostimulation inversait l'ordre de recrutement des fibres. T'as entendu ça, j'imagine. On pensait que... j'avais eu... quand j'ai fait mon DU, j'avais eu... Comment il s'appelle ? C'était Daniel Mercier, je sais pas si ça te parle. Ok, ouais, si, bien sûr. Qui était très orienté sur l'électrostimulation et ils avaient dit que ça peut être très bénéfique, mais il faut savoir l'utiliser, en fait. Ouais, ça c'est sûr. Il y a un autre spécialiste qu'on peut citer, c'est Jean Sangès, grand préparateur physique qui a sévi pendant des années dans le volleyball et qui était fan d'électrostimulation et qui a poussé le truc bien au-delà de ce qu'on voit. Là, je ne vous parle pas de sport élec, je ne vous parle pas de marketing, à dire on fait 20 minutes égale 4 heures. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de parler du recrutement. Ça ne marche pas, les 20 minutes égale 4 heures. Ça, c'est difficilement comparable, effectivement. Mais
En revanche, quand on est vraiment blessé, déjà, le recrutement, quand il est vraiment maîtrisé et intense, il faut toujours travailler à des hautes intensités. En fait, il faut toujours travailler à la limite. Donc, toute la séance, que vous soyez en analytique locale sur un complexe, des patchs, ou sur du MiaBodyTech corps entier, là, dans tous les cas, cherchez à augmenter tout au long de la séance l'intensité pour être toujours border au niveau de la tolérance. Et en fait, en faisant ça, vous allez monter. Et là, on a un vrai impact neuromusculaire, métabolique. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais ça à tester, ouais. J'ai jamais fait ça. Et alors bon, faut qu'on trouve une combi à ta taille. Toujours le problème. Toujours le problème. Ma taille. Mais en tout cas, ça peut être une occasion. Alors donc, ce que j'allais dire, c'est que on pensait longtemps que ça inversait l'ordre de recrutement. Bon, c'est pas si simple que ça. Je suis pas spécialiste du sujet, mais on imaginait que on recrute d'abord les fibres lentes. Ça, tout le monde le sait. Et ensuite, quand ça barde, on active les fibres rapides. Donc là, les fabricants nous vendaient l'inverse en disant vous allez choquer votre muscle parce que vous allez d'abord recruter les fibres rapides. Bon, ça, c'est pas tout à fait ça. C'est un peu plus fin que ça. Je ne saurais pas l'expliquer ici de manière détaillée, mais il y a quand même une singularité dans le recrutement musculaire qui nous intéresse. Par contre, il y a une totalité dans le recrutement musculaire qui nous intéresse. Ça, par contre, on va le chercher. C'est-à-dire que vous savez que la peur donne des ailes. Ça, c'est pas Red Bull, c'est la peur qui donne des ailes. Si on vous lâche un guépard aux trousses, oui, vous allez courir plus vite. C'est un fait. Et le lendemain, si vous survivez, vous aurez des courbatures. Parce que vous aurez réveillé des fibres dormantes. Et bien ça, l'électrostimulation le fait très bien. Elle va aller chercher l'intégralité. Et donc, dans tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, ça justifie effectivement d'aller faire de l'électrostimulation corps entier pour stimuler les muscles voisins, pour solliciter les niveaux de force au niveau central et pour aller chercher des muscles qui ne seraient pas sollicités parce que le genou ne nous l'autorise pas. Donc, voilà. Et on se rend compte aussi que dans toutes les publications qui sortent sur l'électrostimulation, ce qui marche évidemment le mieux, c'est quand on couple ça du recrutement passif avec un mouvement volontaire. Voilà. T'as jamais essayé, tu vois, avec la contraction volontaire écoute, tu nous diras dans quelques semaines si tu as testé en commentaire ce que ça donnait. On va essayer. Vous viendrez voir les commentaires, il reviendra nous donner quelques détails croustillants. Super intéressant. Donc méthodo, évidemment, tu parlais du haut du corps, de varier les angles de travail, aller chercher analytiquement les points faibles. T'en as identifié, toi, déjà? On a parlé de tes pectoraux. Est-ce que tu as identifié d'autres points faibles, même sur les jambes qui arriveront peut-être plus tard, des trucs? Alors, sur les jambes, non. Sur le haut du corps, ouais, je sais qu'il y a des petites zones, tu vois, où je vais devoir renforcer un peu au niveau des épaules. J'ai souvent aussi des petites tendinites sur le biceps, mais tu ressens la douleur dans l'épaule. Donc qui radie, j'ai ces petits points-là à renforcer. Le dos, j'ai de la chance, moi j'ai jamais eu mal au dos. Toujours quand les gens voient mon sport, ils me disent mais le dos ça va. Il est super fort. Je sais pas ce que c'est un lumbago, moi j'ai jamais eu ça de ma vie. Donc j'ai des courbatures, etc. Mais ce qui font partie du jeu, le dos non ça va. Là où j'aurais des zones à renforcer, épaules et ce petit truc du biceps, là, du long biceps qui est un peu gênant des fois chez nous. Qui va avec l'épaule. Donc ça ça va être c'est dans le package. Des zones à renforcer. Abdos-gainage à renforcer aussi. Et puis tu parlais de ta mobilité. Ça t'a déjà pénalisé la mobilité dans tes performances ou dans ton entraînement? Dans entraînement perf, sur les overhead. Parce que moi je suis un bencher de base. Gros bencher. T'as besoin d'aide pour te gratter le dos? J'essaye même pas. Je trouve un arbre, on fait ça. Je demande à quelqu'un. Mais j'essaye même pas. Et en tant que gros bencher, du coup, j'avais ma mobilité des épaules était catastrophique. Donc dès que j'ai commencé le strong, faire un overhead pour verrouiller, finir le mouvement, pour l'engager, c'était très dur. Et j'avais travaillé ça du coup avec des overhead squats. Mes premiers overhead squats, barre vide, c'était drôle. Je me cassais la gueule en avant, j'avais les talons qui décollaient de ça. Compensation de partout. Ah ouais, compensation dans tous les sens. Mais avec le temps, les petits semi-techniques, tu vois, d'haltéro on fait leur petit effet, quoi. Aujourd'hui, de gagner en mobilité. Et je suis pas encore... Je dois progresser encore sur cet aspect-là, tu vois. J'ai encore des gènes
sur certains mouvements. Je le ressens en compétition où si je me place mal, j'ai un petit décalage, je galère à verrouiller. Là, je l'ai vu, c'était quelques années en Allemagne, on avait un overhead à faire avec des pierres naturelles. Donc, tu vois, c'était des grosses caillasses qui faisaient 100, 110 kilos qu'il fallait mettre au-dessus de sa tête. Donc, quand c'est une barre, je peux prendre large, ça va. Mais quand tu es en prise serrée comme ça, parce que la pierre était comme ça, la mettre au-dessus de sa tête et verrouiller, tu vois, même là, à vide, je galère, en fait. Donc, ça, c'est des aspects, ça, c'est de la mobilité, en fait, où je dois travailler. Il n'y a aucune gêne, sinon. Et puis, il vaut mieux qu'attendre sur le pied que... Sur la tête, ça aurait peut-être arrangé des choses. Le pied, c'est bon, j'ai donné une fois. Ça fait mal. C'est réglé. Mais ouais, la mobilité, ouais, hyper importante. Ça m'a gêné aussi à l'époque de la force athlétique pour me positionner sur le soulevé de terre. Je crois qu'on avait déjà dû en parler. Je crois qu'on avait fait, sur le soulevé de terre, de me positionner correctement. Donc, ce qui fait que j'avais un soulevé de terre où j'avais un tirage très haut. Je faisais tout en dos. Je n'utilisais pas mes jambes. Et ça, pareil, ça a été un travail de mobilité sur la hanche et la cheville pour gagner en amplitude et me placer le mieux possible au soulevé de terre. Et ça a été payant parce que de ce boulot-là a sorti mes barres à plus de 400 kilos. Qu'avant, peut-être la force était là, mais la mobilité ne le permettait pas. Super intéressant. D'ailleurs, ça nous envoie un petit peu sur ces concepts de torque interne, externe. Et je te propose de revenir dans un épisode pour en parler. J'aimerais entendre ton témoignage là-dessus. Voilà, teasing pour le prochain épisode. Il nous reste à te souhaiter un prompt rétablissement. On va revenir, on va récupérer. Pourvu que ce soit le dernier de cette longue série et que tu reviennes en pleine forme. En tout cas, vraiment, c'est... Revenir en pleine forme, c'est une certitude. Le dernier, on fait des sports extrêmes, on dépasse les limites, il faut accepter les conséquences. Ça fait partie du jeu. Mais pour le gars qui a fait la vaudou, sur moi... Merci d'arrêter. Tu peux arrêter, mais je vais revenir, quoi qu'il arrive. Ça fait rire personne, t'es chiant. Je vais revenir, quoi qu'il arrive. C'est pas un souci. Bon, écoute, en tout cas, si vous voulez plus d'Aurélien Lejeune, il y en a partout. C'est assez facile. Il est très actif sur Instagram. Il est très disponible pour toutes les conneries YouTube de toutes sortes. Donc, on le retrouve systématiquement dans les podcasts parce qu'il y a plein de trucs intéressants à dire. Mais des fois, vous allez le trouver en train de faire des perfs rigolotes, en train de se bastonner avec... Je vais moins me bastonner là. Là, ça va le calmer un petit peu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir un petit peu plus de son contenu. C'est quelqu'un qui partage beaucoup. Je vous remercie énormément pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut.